La Mésopotamie peut réellement être considérée comme le berceau de l'écriture, mais avant cela, qu'allons-nous voir en Mésopotamie? Eh bien, nous allons voir l'émergence des tout premiers villages de l'humanité. Alors, souvenez-vous des informations que j'avais eu l'occasion de vous présenter lorsque nous avions eu l'occasion de parcourir ensemble le néolithique, la troisième grande période de la préhistoire, néolithique, l'époque de la nouvelle pierre, le nouvel âge de la pierre. Et j'avais eu l'occasion, souvenez-vous, durant le néolithique, de vous expliquer que les premiers villages de l'humanité, les premiers villages connus, créés par les premiers sédentaires, se situaient justement dans ce fameux croissant fertile. Alors, progressivement, ces villages vont s'amplifier, ils vont grandir, ils vont aménager de nombreuses communications entre eux et progressivement, nous allons donc passer d'un noyau villageois qui va se développer, grandir, grossir pour arriver à la formation des premiers centres préurbains et des premiers centres urbains, des premières villes. Si nous analysons la carte du croissant fertile, donc vous voyez, le croissant fertile prend la forme d'un croissant, c'est cette large bande de verdure, et on peut voir que le croissant fertile bénéficie, d'où son appellation, croissant fertile, bénéficie notamment de de deux grands fleuves qui vont pouvoir justement alimenter les futures cultures de ces premiers villages et de ces villes en développement. Ces deux grands fleuves, ce sont l'Euphrate et le Tigre. Et vous voyez, ces deux grands fleuves, ils vont littéralement baigner la Mésopotamie et plus précisément encore le pays de Sumer, que l'on appelle aussi dans les livres, dans les études, la civilisation des Sumériens. C'est là où l'écriture va prendre son essor, où l'on voit apparaître les premières formes d'écriture. Et je vous propose de nous intéresser quelque peu à la capitale de ce pays de Sumer, la capitale des Sumériens, donc aux alentours des années 3700-3000 avant Jésus-Christ. Il s'agit de la ville d'Our. Alors, Our, vous le voyez sur cette carte, ça s'écrit O-U-R. Mais ne vous inquiétez pas, ce type de localité peut avoir différentes orthographes. Et donc, on peut aussi écrire Our, plus simplement U-R. Alors, que se passe-t-il à Our? Je vous l'ai dit, entre 3700 et 3000 avant Jésus-Christ, eh bien, on voit en fait que la ville se forme et une fois n'est pas coutume, et ce sera redondant dans toutes les époques historiques que nous aurons l'occasion de visiter ensemble, une fois n'est pas coutume, la ville va être placée sous l'autorité d'un personnage, sous l'autorité d'un chef, qui peut être illustré par cette statue qui représente un roi prêtre. Alors, bien entendu, dans une société hiérarchisée, comme par exemple, ces premières grandes cités du pays de Sumer, eh bien, on va retrouver un monument, un édifice qui va symboliser ce pouvoir. Alors, ici, ne confondez pas, nous ne sommes pas en Égypte avec les pyramides, nous ne sommes pas au Moyen-Âge avec les châteaux, non, nous sommes donc dans l'Antiquité mésopotamienne, l'Antiquité plus précisément encore sumérienne, et nous allons voir donc avant 3000 avant Jésus-Christ, l'édification de palais-temples. Donc on fusionne apparemment le rôle sacré, religieux et la gestion du pouvoir temporel, administratif, au sein de ce bâtiment que l'on appelle la ziggourate.
Alors ici, vous avez une photographie du site archéologique de la ville d'Our. Donc vous voyez, il y a encore des vestiges qui sont aujourd'hui fouillés, analysés et même restaurés. Vous voyez l'état de cette ziggourate qui est quand même un édifice qui a été érigé aux alentours de 3000-2000 ans avant Jésus-Christ. Alors il est clair que cet édifice a été profondément réaménagé, profondément restauré. Je vous propose ici une reconstitution, j'espère, qui vous permettra de mieux saisir, de mieux comprendre l'imposante structure de ces premières villes mésopotamiennes. Rien à envier aux villes égyptiennes ou par après aux villes grecques ou romaines. Et nous retrouvons au centre de la citadelle qui gère littéralement la ville, la ziggourate. Alors, cette ziggourate, vous l'avez sous une autre représentation. Qu'est-ce qu'une ziggourate ? C'est un édifice à degrés. Alors, vous voyez, il y a, si vous voulez, une série d'empilement de différents niveaux de construction. La base présente un rez-de-chaussée, un niveau large, et plus vous montez d'étage en étage, plus les niveaux sont, en termes de superficie, réduits, ce qui nous donne cet aspect d'édifice à dégrader. Et chaque niveau va donc présenter et s'équiper de plusieurs terrasses sur lesquelles on pouvait par exemple rendre des cérémonies religieuses ou ce genre de choses. Et au sommet de cette impressionnante structure, on retrouve un temple, car il est clair, comme aujourd'hui, comme durant d'autres périodes de l'histoire et aussi durant la préhistoire, il est clair qu'à cette époque, les hommes, les femmes vénèrent déjà des divinités. Je vous avais invité à travailler sur la découverte d'une bande dessinée. Alors cette bande dessinée, elle est vraiment très intéressante. C'est ce genre de document que vous pouvez bien entendu exploiter avec des enfants du primaire. Ça va leur permettre un petit peu de contextualiser la vie telle qu'elle pouvait être. C'est une reconstitution telle qu'elle pouvait être en Mésopotamie, dans ce fameux pays de Sumer. Et vous voyez le cadre qui est pris ici, c'est justement notre fameuse ville d'Our. Et vous voyez dans cette bande dessinée, en première page, nous avons notre fameuse ziggourate qui est représentée. Alors, comment peut-on expliquer grossièrement, très brièvement, comment ces cités vont à un moment donné ressentir la nécessité, le besoin de pratiquer l'écriture ? Ces villes se développent. La ville d'Our, capitale du pays de Sumer, comme d'autres villes du pays de Sumer, tous ces centres urbains vont se développer, ils vont rentrer en contact, parfois, oui, ils vont aussi entrer en conflit armé, mais les contacts sont aussi des contacts culturels et aussi notamment des échanges commerciaux. En plus, chaque ville doit gérer ses stocks, doit gérer son bétail par rapport à l'élevage et doit aussi gérer ses stocks par rapport aux récoltes amenées grâce à la culture. Et c'est à ce moment-là qu'inévitablement, les Sumériens se disent « nous avons besoin de comptabiliser toutes nos richesses, nous avons besoin de renseigner tous les échanges que nous avons avec telle ou telle ville du pays ». Et donc, c'est dans un souci d'inventaire des richesses, d'inventaire des relations économiques et sociales que l'écriture semble apparaître. Alors, je reviens quelques instants sur cette bande dessinée que vous avez dû consulter. Voilà, dans cette bande dessinée, on nous parle, on évoque justement les échanges commerciaux et on voit dans cet extrait qu'un représentant, un administrateur de la ville se doit de renseigner par écrit les matières, les denrées qui sont échangées. On voit également dans cet autre détail, la gestion des animaux qui constituent le bétail qui appartient généralement à la cité et aux gouvernants de celle-ci. Et donc, on voit une nouvelle fois qu'il est nécessaire d'inventorier les stocks, si vous voulez, si vous me permettez l'expression,
une nouvelle fois par l'écriture. Et chose très importante aussi, comme je l'ai déjà laissé entendre, eh bien, vous avez aussi les cultures qui vont être intensifiées, grâce notamment au Tigre et à l'Euphrate, qui vont amener de l'eau jusqu'aux cultures. Les Égyptiens le feront également. Et donc, les matières premières, les fruits de la récolte, offertes grâce à ces cultures, eh bien, il faut aussi les gérer, il faut aussi les stocker et on va donc aussi les inventorier par écrit. Alors, je vous présente dans le cours une pièce archéologique excessivement importante pour comprendre aussi le système et le quotidien de ces cités mésopotamiennes, c'est le vase d'Uruk. Alors, si nous reprenons notre carte, eh bien, vous voyez que Uruk, ça se situe vraiment à proximité de la capitale, de la ville d'Ur. Et en analysant, mais très brièvement, ce vase, eh bien, on retrouve une iconographie qui, finalement, rappelle les informations que je viens de vous présenter. Donc, vous voyez, la culture y est, l'élevage y est, et vous avez dans le registre supérieur, des personnages qui apportent le fruit des récoltes, et ils apportent le fruit des récoltes, eh bien, aux divinités représentées, aux divinités et au pouvoir temporel et religieux représentés au niveau supérieur de ce vase d'Uruk.